Bonjour à toutes, bonjour à tous. Retrouvez dans un instant une rencontre à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, enregistrée lundi 3 avril 2023, avec Gilles Favarel-Garrigue, docteur en sciences politiques, dont les recherches portent sur les questions de déviance, de violence, de police et de justice, principalement en Russie. Il présentait ce jour-là son livre « La verticale de la peur, ordre et allégeance en Russie poutinienne », paru aux éditions La Découverte, en dialogue avec Natacha Laurent, maître de conférences en histoire contemporaine à l'université Toulouse-Jean Jaurès et membre du laboratoire Framespa. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Nous avons ce soir la chance de recevoir Gilles Favarel-Garrigue pour un livre formidable qui s'appelle « La verticale de la peur, ordre et allégeance en Russie poutinienne » aux éditions de La Découverte. Alors Gilles, je vais commencer par vous présenter rapidement et par vous remercier Ombre Blanche d'avoir eu la bonne idée de mettre ce livre en lumière parce qu'il est absolument passionnant et extrêmement accessible. Vous allez voir jusqu'où il nous emmène. Alors, Gilles Favarel-Garrigue est directeur de recherche au CNRS, Sciences Po Série. Vous êtes politiste, docteur en sciences politiques. Et Gilles Favarel-Garrigue travaille sur les questions de déviance, de violence, de police, de justice et en particulier sur le terrain russe où il a beaucoup de choses à faire parce que ce sont des thématiques qui sont très présentes en Russie. Alors il est l'auteur de beaucoup d'écrits, de plusieurs livres qui ont été traduits. J'en cite quelques-uns. La police des mœurs économiques de l'URSS à la Russie, les ressorts illicites de l'État, les sentinelles de l'argent sale, enfin, voilà, sur toutes ces questions-là. Et actuellement, vous travaillez sur tout ce qui est lutte contre le crime organisé, le blanchiment, la corruption, et ça croise, bien sûr, son terrain de recherche de prédilection, qui est la Russie. Alors, ce livre est particulier parce que c'est pas un livre de recherche, c'est vraiment un livre, je dirais presque de synthèse, justement, de toutes ces thématiques que vous avez explorées depuis déjà de nombreuses années et que vous recontextualisez. Donc, c'est un livre que vous avez écrit depuis l'invasion de l'Ukraine, qui nous permet, je pense, alors ça, on va en discuter, d'aller au-delà d'une idée qui circule très largement sur le pouvoir poutinien, puisque c'est ça que vous explorez, c'est qu'est-ce que c'est que ce pouvoir poutinien ? Comment s'est-il mis en place ? Comment arrive-t-il à rester en place ? Voilà. Donc on est sur les pratiques, et très souvent on dit le régime poutinien, c'est une kleptocratie, c'est une mafia. L'ambition de ce livre, c'est de nous montrer que c'est beaucoup plus complexe que ça. Merci beaucoup, je suis très, très honoré d'être là. Merci pour votre présence, merci à la librairie et à Hélène de Ombre Blanche. Oui, alors en effet, l'envie avec ce livre, c'est d'essayer de sortir des deux grilles d'analyse dominantes sur la Russie aujourd'hui. La première, c'est une grille d'analyse qui est assez psychologique, c'est-à-dire où on essaie de se mettre dans la tête de Vladimir Poutine, de réfléchir parce qu'on intériorise l'idée selon laquelle il serait un petit peu seul aux manettes, au sommet d'une pyramide comme ça de pouvoir. Et l'autre grille d'analyse, c'est une grille d'analyse qui est plus géopolitique, plus globale, sur les rapports de force mondiaux. Et moi, j'ai voulu essayer de mettre, et j'ai voulu le faire de manière accessible, des éléments sociologiques là-dedans. C'est-à-dire que réellement, de montrer que le maintien au pouvoir de Vladimir Poutine, ça n'est pas dû uniquement à sa propre personne, mais c'est dû à l'existence d'un système tout à fait performant qui existe depuis plus de 2 décennies et dans lequel il règne en maître parce que, précisément, il s'appuie sur une forme de légitimité auprès de la population et en même temps recourt volontiers à tout ce qui est intimidation. Et c'est cette intimidation que j'ai voulu décrire, c'est-à-dire notamment le rôle des services de renseignement, le rôle des médias, le rôle de la justice dans ce qu'il a appelé la dictature de la loi. Alors justement, ça on va beaucoup en parler, cette dictature de la loi et puis du titre de votre ouvrage, La verticale de la peur, parce qu'effectivement c'est central dans votre travail. Ce que je voudrais dire pour le public, c'est qu'on va au-delà, bien au-delà complètement des a priori sur ce pays, et en même temps vous nous invitez dans cette réflexion à chaque fois à travers des récits, des cas. Vous commencez chaque partie, vous avez presque l'impression d'être dans un roman policier. Parce que vous vous trouvez dans une situation très particulière et ensuite vous dégagez de cet exemple humain qui nous plonge au cœur de la société, vous dégagez ensuite des grandes lignes. Donc je trouve que c'est simple et c'est très dynamique comme lecture. C'est une lecture très dynamique.
Oui, mais merci beaucoup. J'apprécie beaucoup le compliment parce que c'était un petit peu la volonté d'essayer de condenser les chapitres avec des scènes d'ouverture qui nous plongent réellement dans la réalité de la dictature de la loi. Et donc, je m'inspire de cas réels qui ne sont pas forcément des cas très connus du grand public. Et en général, d'ailleurs, j'essaie surtout de valoriser des histoires un petit peu ordinaires, c'est-à-dire où on voit la domination politique ordinaire, telle qu'elle s'exerce de manière ordinaire et pas uniquement les affaires les plus emblématiques dont on a entendu parler en France depuis que Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir. Et à partir de là, j'essaie un petit peu de dérouler le fil qui permet justement de comprendre un peu les fondements du régime poutinien et les fondements de son maintien en place. On s'est mis d'accord pour ne pas vous raconter toutes ces petites histoires parce que ça fait le sel du livre, mais il y en a une que moi j'ai découverte à cette occasion. Alors vous n'allez pas la raconter complètement, mais vous pouvez quand même donner quelques éléments qui vous concernent directement puisque vous avez été vous-même arrêté et jugé, donc c'est pas rien quand même, en 2008 par le régime poutinien. Dans le cadre de votre travail, je dois dire, pas pour autre chose évidemment. Oui, merci. Alors c'est vrai qu'en fait c'est un livre qui m'a été commandé par La Découverte après le début de l'invasion russe en Ukraine en février dernier. Donc j'avais peu de temps pour l'écrire, mais l'objectif c'était de valoriser en fait plus de 20 ans de travaux. Parce que moi je vais en Russie depuis plus de 30 ans aujourd'hui. J'y ai vécu. J'y ai passé les 20 dernières années sous Poutine, donc c'est un pays que je connais bien et sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Or, du coup, j'avais envie d'injecter dans le livre des choses un petit peu personnelles, des histoires qui me sont arrivées au cours de mes recherches, mais uniquement à condition qu'elles aient un rapport direct avec le sujet traité. C'est-à-dire, j'avais pas non plus envie de m'ériger en victime, de dire oui, voilà, moi aussi j'ai eu des soucis avec la justice russe, etc. Il y a des gens qui ont souffert beaucoup plus que moi en Russie ou ailleurs, donc je suis tout à fait modeste par rapport à cela, mais néanmoins, ça a une utilité de raconter cela parce que c'est un lien direct avec le sujet. Donc les soucis que j'ai eus, c'était en 2008, j'ai été accusé d'espionnage dans la ville où je travaillais le plus, qui s'appelle Yekaterinbourg, qui est la capitale de l'Oural, qui est la 3e ville du pays, où justement c'est la ville d'ailleurs où a été arrêté la semaine dernière le correspondant du Wall Street Journal. Donc c'est cette ville-là. Et j'ai été accusé d'espionnage parce que, à ce moment-là, disons que je mettais sans doute mon nez, un petit peu à mon insu, dans des enjeux économiques qui concernaient directement les services de secret locaux. Donc, ils m'ont renvoyé. Mais ce qui est important pour moi dans cette histoire, c'est qu'elle illustre justement les limites de la verticale du pouvoir russe. Parce que, alors qu'on nous dit tout le temps, oui, alors voilà, la Russie, c'est une pyramide, le pouvoir est vertical, etc., ce qui est partiellement vrai. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette verticale du pouvoir, c'est aussi un slogan politique. Et c'est un slogan par lequel Vladimir Poutine veut asseoir sa domination, justement en disant qu'il est seul maître à bord. Or, moi, l'histoire qui m'est arrivée en 2008, c'est une histoire en fait qui se décide au niveau local, par des gens un petit peu louches qui ont un pied dans les services secrets, un pied dans des officines de sécurité, un pied dans le business, etc. Et qui décident que je suis gênant pour eux et qui, par leur propre initiative, font en sorte que je sois expulsé du pays. J'ai été arrêté, puis j'ai été jugé, puis expulsé. Et c'est très intéressant parce que ça s'est fait sans coordination centrale. Et ça montre que les ressorts justement de l'intimidation de la dictature de la loi, qui sont créés au niveau central pour maintenir tout l'édifice politique, on les voit se reproduire au niveau local de manière non coordonnée, en fait, non centralisée. Et c'est pour ça que je m'appuie sur cette affaire. C'est parce que ce qu'elle montre, c'est ce que j'appelle plutôt une horizontale du pouvoir. C'est-à-dire que là, il n'y a rien de vertical. C'est juste des gens au niveau local qui décident de régler leurs comptes en utilisant la loi. Donc c'est intéressant parce que ça permet bien de critiquer, de déconstruire un petit peu cette idée d'une centralité, d'une verticalité absolue. Alors on va revenir là-dessus parce que je pense que c'est des notions importantes. Votre livre s'appelle La verticale de la peur et ça renvoie bien sûr à la verticalité du pouvoir. C'est ça l'idée. Est-ce qu'on peut revenir sur la dictature de la loi? Parce que c'est quand même une expression qui apparemment pour nous est un oxymore, c'est-à-dire que s'il y a une dictature, il ne peut pas y avoir de loi, mais en Russie c'est très particulier. Est-ce qu'on peut revenir, même s'il y a eu beaucoup, si on a beaucoup commenté, je pense que c'est important de revenir sur cette expression. Oui, c'est important parce que c'est une expression qui est employée par Vladimir Poutine lui-même, en fait. C'est-à-dire dictature de la loi, c'est lorsqu'il arrive au pouvoir en 2000. C'est quand même un paradoxe, un des paradoxes tout de suite qu'il y a avec le régime poutinien. C'est qu'il devient président en 2000. Il est élu au suffrage universel dans un pays qui, 10 ans après la chute de l'URSS à peu près, ne jure que par la transition démocratique. Donc il y a l'idée qu'on est sur la voie de la démocratie. Le président est élu au suffrage universel en un tour en 2000. Son premier discours devant la nation, il dit « Je vous ai compris,
avec moi, ça va être la dictature. Et il dit, je sais que le mot ne plaît pas à tout le monde, mais il dit, mais ça va être la dictature de la loi. Et c'est l'expression qu'il emploie en 2000. Évidemment, à ce moment-là, les gens font ha ha ho ho, ils parlent de dictature, mais on est bien toujours, à ce moment-là, on était quand même dans l'idée qu'on était en transition vers la démocratie. Et cette expression, il faut la prendre au sérieux. C'est-à-dire, quand il dit la dictature de la loi, c'est en fait une manière de gouverner qui vise à intimider tous les gens capables de contester l'autorité présidentielle, que ce soit des élites économiques, administratives, politiques, que ce soit des ONG, que ce soit des journalistes, des chercheurs, etc. C'est une manière de gouverner en intimidant par le droit. Et c'est ça qui, moi, m'intéresse beaucoup, c'est que souvent, quand on regarde la Russie, qu'on ne connaît pas bien ce pays, on se dit, bon, c'est le Far Est, un pays sans foi ni loi, etc. Mais pas du tout. C'est-à-dire que précisément, la domination, elle s'exerce par le droit. Le droit joue un rôle fondamental. Je connais peu de pays où il y ait autant de juristes. Je connais peu de pays où le droit soit mobilisé en permanence pour régler ces litiges. Et c'est ce paradoxe-là que j'ai voulu éclairer. La dictature de la loi, c'est certainement pas l'avancée vers l'état de droit, mais la dictature de la loi, c'est dès 2000 annoncer que la domination politique, elle va s'exercer par des moyens extrajudiciaires, bien sûr, mais aussi judiciaires. C'est possible d'assassiner un opposant. Boris Nemtsov en a fait les frais en 2015, mais la domination, elle s'exerce dans la plupart des cas par l'usage du droit. Et donc, ça met en jeu des professions, les juristes, les magistrats, les avocats. Ça met en jeu toutes ces professions répressives et c'est ça dont je veux parler dans mon livre. Alors ça, c'est une dimension passionnante parce qu'on sait aussi que le droit dans l'histoire de la Russie est quelque chose de très particulier aussi, que la Russie a une conception du droit qui est très compliquée à comprendre et à expliquer historiquement, à la période soviétique aussi, et aujourd'hui encore plus. Et effectivement, ce droit, il est partout. On le voit aujourd'hui dans la répression. La répression poutinienne utilise le droit en permanence pour étouffer la contestation. Alors, vous avez dit tout à l'heure que Poutine ne gouvernait pas seul. Il y a des élites. Et c'est très compliqué de savoir, en fait, à quoi ressemblent les élites dirigeantes de ce pays. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu plus? Parce que, en fait, elles sont très diverses, elles évoluent, mais elles jouent un rôle essentiel dans cette verticale. Oui, tout à fait, parce que c'est quand même un régime qui tient sur le fait que les positions de pouvoir sont octroyées par quelqu'un, d'accord ? Donc on a un régime qui est une forme de clientélisme, comme ça, qui marche de manière assez performante, et la soupape pour régler ce système, c'est la lutte anticorruption, c'est la lutte anti-blanchiment, c'est ces choses comme ça. Alors les élites russes, c'est très important d'en parler, parce que pendant très longtemps, on nous disait « Ah oui, les élites, alors en Russie, on disait d'un côté, il y a les entrepreneurs, les milieux d'affaires, et puis de l'autre côté, il y a les milieux répressifs, et puis il y a les copains de Poutine, et puis il y a les hauts fonctionnaires. Il y avait un petit peu comme ça par catégorie un peu professionnelle, par segment comme ça. En fait, il y a des études récentes qui montrent quelque chose de plus intéressant à mon avis, c'est que ces élites, elles ont quand même en commun un âge, c'est des hommes qui ont plus de 50 ans, et qui ont bien souvent un lien avec la nomenclatura soviétique. Ils sont évidemment trop jeunes pour avoir été dans la nomenclatura eux-mêmes, mais bien souvent, c'est des gens qui sont passés par les jeunesses communistes à la fin des années 80, ou alors leurs parents étaient dans la nomenclatura. Et donc ça, c'est intéressant parce que tout à coup, on voit que l'élite, ce qui se passe avec la domination politique dans ce pays, c'est peut-être plus structurel qu'on le pense aussi. C'est-à-dire qu'on peut voir des caractéristiques comme ça des élites où on se dit, mais finalement, les gens qui gouvernent, c'est des gens de la même génération qui avaient déjà un pied dans les structures de pouvoir lorsqu'ils ont grandi. Ils ont été un peu socialisés là-dedans. Et donc, pour moi, c'est important de le rappeler parce qu'on a là une forme d'homogénéité aussi qui explique peut-être aussi le fait de ne pas se sentir en rupture avec l'Union soviétique, du coup. Parce que, précisément, leurs parents occupaient des positions de pouvoir en Union soviétique et eux occupent aujourd'hui des positions de pouvoir dans la Russie post-soviétique. C'est quand même ce paradoxe de la Russie. C'est un pays où on a longtemps pensé qu'en 91, s'était produit une sorte de révolution. On s'était dit, c'est la fin de l'URSS, le début de la démocratie russe, etc. Mais on n'a peut-être pas assez pris au sérieux le fait qu'il n'y avait aucune purge dans les services de sécurité de ce pays. Et finalement, c'est quand même très paradoxal de voir que 10 ans plus tard, la fin de l'URSS, celui qui va revenir au pouvoir, c'est quelqu'un qui a fait sa carrière dans la police politique de l'ancien régime.
D'accord? Donc, de quelle transition parle-t-on? Et c'est un petit peu ça qu'on peut questionner avec les élites. C'est une forme de continuité, de permanence qui a été assez peu relevée jusqu'à présent. Alors, vous dites qu'effectivement, on a souvent une tendance à compartimenter, en tous les cas à catégoriser les différents types d'élites autour de Poutine, en faisant la différence entre ceux qu'on appelle les silaviques, c'est-à-dire les répressifs, voilà, on va dire ça comme ça, les élites économiques. Et alors, il y a des personnages qui aujourd'hui nous surprennent, enfin des positions qui aujourd'hui nous surprennent. Je prends juste l'exemple de Medvedev, par exemple, ancien Premier ministre, qui était toujours présenté comme l'un des plus, je dirais pas réformistes, mais enfin on pourrait presque dire ça, qui aujourd'hui est devenu mais plus ultra que Poutine. Comment vous expliquez ce type de trajectoire ? Alors j'en ai été aussi surpris que vous, hein, c'est-à-dire que c'est vrai que quand on observe la vie politique russe, on avait l'impression de le voir comme une sorte d'agneau complètement soumis à Vladimir Poutine. Il avait quand même tenu la place au chaud pendant 4 ans, le temps que Poutine revienne au pouvoir, donc on le voyait vraiment comme quelqu'un comme ça. Et depuis le début de la guerre, ses déclarations sont d'une violence absolument ahurissante, hein, avec notamment tout ce qui est ce discours qu'on a vu là encore la semaine dernière dans le texte de la conception là, de la défense nationale qu'a adopté la Russie, avec, alors lui, il est très dénonciation de la russophobie, Medvedev. Et il a fait un discours début avril 2022 où il disait, au fond, ils nous détestent tous. Ils détestent notre culture, ils détestent notre religion, ils nous détestent tous. Avec cette idée que ce ils, c'est l'Occident global, comme ils disent aujourd'hui. Donc c'était un des chantres, hein, depuis le début de la guerre en Ukraine, de la dénonciation justement de la russophobie. Et c'est en effet surprenant. Alors moi, j'explique cela. Bon, il est clair que dans les élites dirigeantes, tout le monde n'est pas exactement pareil. Il y a une homogénéité dont je parlais tout à l'heure, mais les gens ne sont pas pareils. Comme Russie Unie est un parti hégémonique, qui est presque un parti unique, à l'intérieur de Russie Unie, il y a des options, des préférences différentes, hein, en fonction des groupes d'élite au sein de ce parti. Et c'est vrai que jusqu'à présent, on disait, bon, mais il y a des conservateurs, il y a des nationalistes, il y a des libéraux. On essayait de diviser un petit peu l'élite dirigeante comme celle-là. Or, il est clair qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout le moment pour les personnes modérées qui sont dans Russie Unie. C'est-à-dire que eux, ils sont obligés soit d'être silencieux, soit de disparaître. C'est-à-dire que depuis un an, on a une surenchère à la radicalité. C'est-à-dire que, en fait, c'est les plus, excusez-moi l'expression, mais c'est quand même l'heure des grandes gueules, l'heure de ceux qui vont justement dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas, utiliser des expressions les plus radicales, les plus véhémentes possibles pour désigner l'ennemi. On voit ça chez Prigojine, on voit ça chez Kadyrov, on voit ça chez un tas de gens qui sont au pouvoir. Et du coup, Medvedev, on a l'impression qu'il se rallie à cela. C'est-à-dire que lui aussi joue la carte de l'intransigeance, de la surenchère, pour essayer un petit peu de gommer l'image qu'il avait, qui était plutôt, en effet, celle d'être un relatif modéré au sein du parti du pouvoir. Alors, on va revenir tout à l'heure sur cette intransigeance, parce que vous montrez comment, en fait, le système lui-même produit cette intransigeance qui est reprise par différents groupes sociaux. Mais je voudrais revenir sur la dictature de la loi, et pour que vous puissiez nous expliquer comment elle fonctionne. Quels sont les outils de la dictature de la loi en Russie ? Alors, la dictature de la loi, c'est en fait l'art de pouvoir intimider son adversaire, hein, en utilisant le droit. Donc, ça demande 3 types de compétences professionnelles qu'on trouve dans la société russe. La première, c'est des renseignements. La deuxième, c'est des médias. Et la troisième, c'est la justice. Et ces 3 ressources, donc j'essaie dans le livre justement de les décrire. Qu'est-ce que c'est que le monde du renseignement en Russie ? Quelle est la place qu'occupe le renseignement financier ? Est-ce que c'est des gens qui sont dans le secteur public ou est-ce qu'ils ont un pied dans le public, un pied dans le privé ? Ce genre de choses. Alors donc le monde du renseignement, c'est un monde de maîtres chanteurs en fait, hein. C'est vraiment l'art du chantage en disant... reste tranquille, sinon je divulgue telle information, sinon je m'en prends à tel ou tel de tes intérêts, etc. Ensuite, côté média, là on est plutôt du côté des entrepreneurs de scandale. Et donc moi j'essaie de montrer des personnages dans le livre assez hauts en couleur, de gens qui sont des espèces de spécialistes du scandale. Depuis les débuts du poutinisme, en permanence, ils sortent des documents compromettants, ils sortent des faits qui peuvent être ensuite controversés, etc. Et donc c'est un monde tout à fait particulier qui existe aujourd'hui dans le monde journalistique russe.
Et enfin, c'est la justice et c'est les magistrats. Et j'essaie de comprendre, parce qu'une fois qu'on se dit, même si on en discute maintenant, et si je vous dis, bon, mais voilà, la justice est dépendante du pouvoir politique, on pourrait se quitter là-dessus, mais ce faisant, on ne comprendrait pas un tas de choses. C'est-à-dire, comment se fait-il que le droit marche bien pour un tas de litiges non significatifs en Russie, et comment expliquer que les juges soient si obéissants? Et donc ça, ça nous conduit dans l'univers professionnel des magistrats, justement des incitations qu'ils ont, des pressions qu'ils subissent, eux aussi, pour prendre telle ou telle décision. Et c'est vrai que le système russe, il est paradoxal à ce niveau-là, c'est-à-dire que pour beaucoup de litiges ordinaires, le droit fonctionne très bien, comme il fonctionnerait ici. Si vous avez un problème avec votre voisin, vous allez régler votre problème par le droit avec votre voisin. Mais pour les litiges sensibles, pour les litiges dans lesquels sont en jeu des sommes économiques importantes, là c'est autre chose, c'est ce qu'on appelle le droit par téléphone, et c'est de ça dont je parle précisément. Donc c'est ces trois ressources qui fondent la dictature de la loi: renseignement, médias et justice. Comment expliquer que la Russie est devenue maîtresse, justement, dictature de la loi? Comment expliquer que ce pays maîtrise parfaitement ces trois outils? Est-ce que c'est un héritage, selon vous, de la période soviétique, ou est-ce qu'il y a d'autres ingrédients? Comment l'expliquer, ça? Alors ça, voilà, ça m'intéresse beaucoup, parce qu'il y a une partie héritée et il y a une partie qui est liée aux dynamiques internationales. Et là, c'est le paradoxe de ce pays. C'est-à-dire que d'un côté, c'est un pays qui est corrompu, dans lequel il y a un vrai problème de corruption. Mais de l'autre côté, et ce qu'on ne comprend pas ici, c'est que c'est aussi un pays qui excelle dans l'art de lutter contre la corruption. C'est-à-dire que d'un côté, c'est un pays corrompu. D'un autre côté, la Russie met un zèle particulier à lutter avec fermeté et détermination contre la corruption. Et en fait, ce qu'on a du mal à comprendre, c'est que ces deux choses-là, la corruption et la lutte anticorruption, en fait, sont complètement déconnectées en Russie. Mais ce que vous montrez, parce que moi, je trouve que c'est un passage formidable, ce que vous montrez, c'est qu'en fait, les années 90, de ce point de vue-là, marquent une étape absolument essentielle. Oui, essentielle, parce qu'il y a l'héritage soviétique. Déjà, en Union soviétique, ils luttaient contre la corruption. C'est quand même la source de légitimité numéro un dans ce pays. Pour Poutine, c'est quand même l'idée de dire, écoutez, moi, vraiment, au Kremlin, nous sommes des gens extrêmement avisés, nous sommes très proches de la population, mais entre nous et la population, il y a des bureaucrates corrompus, il y a des gouverneurs corrompus, il y a des hommes politiques corrompus, etc. Et donc ça, c'est une source de légitimité qu'on voyait en URSS, qu'on voit en Russie aujourd'hui. Mais ce qui est paradoxal, c'est que les armes par lesquelles la Russie lutte contre la corruption sont les armes que la communauté internationale, pendant des décennies, a imposé à la Russie. C'est quand même ça le paradoxe absolu. C'est-à-dire qu'on disait à la Russie, vous êtes corrompu, il faut donc que vous appliquiez telle mesure contre la corruption, que vous adoptiez telles institutions, que vos juges travaillent comme ça, que vos policiers travaillent comme ceci, etc. Et la Russie disait à chaque fois, d'accord, parfait. Et on peut même dire d'un élève extrêmement zélé dans le domaine de la lutte anticorruption. En même temps, vous montrez très bien que c'est en fait ça aussi qui a rendu les services répressifs beaucoup plus puissants. Parce que vous prenez l'exemple du secret bancaire. Donc les informations, enfin vous le direz mieux que moi, que les informations bancaires sont passées, sont transmises aux organes répressifs. Ah mais absolument. C'est parce que la communauté internationale, au début des années 2000, demandait à la Russie de lutter contre l'argent sale, que la Russie s'est dotée d'une cellule de renseignement financier absolument extrêmement importante, qui est à l'origine des grandes affaires contre les oligarques des années 2000. Donc là, c'est un petit peu paradoxal, parce que, alors que la Russie, à ce moment-là, était vue comme un mauvais élève au niveau international, qui n'appliquait pas les normes ni les standards, dans ces domaines-là, alors là, pardon, au contraire, ils sont hyper zélés, ils forment d'autres pays. Quand même difficile de se dire aujourd'hui, en 2023, qu'il y a à peine 10 ans, la Russie organisait des sommets internationaux de lutte contre la corruption en Russie. Que la Russie présidait les organismes internationaux de lutte contre l'argent sale. C'était il y a moins de 10 ans. Ouais, mais en même temps, c'est une lutte contre la corruption qui est quand même très sélective. Parce que vous dites à un moment, j'ai trouvé cette phrase formidable, la corruption en Russie est considérée comme un privilège. Et ça c'est vraiment... Pour un Français, je pense que c'est difficile à comprendre et je pense que ça serait bien que vous puissiez l'expliquer au public. C'est les deux facettes d'un mode de domination. C'est-à-dire que d'un côté, cette domination politique, elle est basée sur l'allégeance, d'où le sous-titre. Et l'allégeance, c'est le fait que, en fait, la corruption, c'est pas une déviance. C'est un privilège qui est octroyé par quelqu'un grâce auquel vous êtes en poste. Donc si vous êtes un haut fonctionnaire ou si vous êtes quelqu'un dans le jeu politico placé, vous avez accès à des ressources licites et illicites.
Et cet accès, vous le devez à quelqu'un. La soupape dans un système clientéliste comme celui-là, qui donc du coup octroie le droit à des gens d'être corrompus, en fait. La soupape, c'est la lutte anticorruption. C'est un droit. La corruption, c'est un droit. Ah ben oui, la soupape, c'est la lutte anticorruption parce que tout à coup, alors que tout le monde fait à peu près les mêmes pratiques, l'arsenal répressif va se diriger avec extrêmement de fermeté contre une personne. C'est ça qui est paradoxal, c'est-à-dire c'est un pays corrompu, mais c'est un pays, la Russie, où il y a un ministre qui peut aller en prison pendant 12 ans, où il y a des gouverneurs de région qui peuvent aller en prison pendant 10, 12 ans, alors qu'aller chercher en France... non mais c'est vrai, un haut responsable corrompu qui ait fait de la prison, c'est extrêmement rare. En Russie, au contraire, ça arrive beaucoup, et c'est finalement la soupape de ce système clientélaire, c'est-à-dire que c'est quand même très paradoxal. C'est un système qui tient par le fait d'octroyer le droit d'être corrompu, comme je le disais tout à l'heure, de manière un petit peu inexacte, mais c'est aussi un système qui tient par le fait que la lutte anticorruption pend sur la tête de chacun, c'est-à-dire que le risque d'être pris si on devient déloyal concerne tout un chacun. Et en même temps, dans la lutte anticorruption, on peut aussi trouver des cas dans lesquels les preuves qui sont mobilisées sont totalement fabriquées et sont totalement mensongères. Et c'est ça qui rend les choses encore plus compliquées. Tout à fait, et ça on ne saura, moi, évidemment c'est là que mon travail s'arrête, parce que moi je ne pourrais pas aller démêler le vrai du faux sur des affaires comme celle-là. Mais c'est tout à fait vrai. Bien souvent, ça s'appuie sur des faits réels. Mais si ces faits réels n'existent pas, on peut les inventer. Là, il y a quand même un cas qui s'est passé, qui a été peu discuté en France, alors que je pense que c'est important. C'est qu'il y avait un gouverneur d'une région de l'extrême-orient russe, la région de Khabarovsk, qui est Sergueï Fourgal. Et Sergueï Fourgal, c'était un gouverneur qui était hyper populaire dans sa région et qui avait gagné, chose rarissime, contre le candidat Russie Unie. Ça avait tellement agacé l'élite politique que la direction de cette région lui échappe, que des accusations ont été lancées contre le gouverneur Fourgal, accusations de meurtre, tentative de meurtre. C'est-à-dire que là, on n'était plus dans la corruption, on n'était plus dans l'argent, mais on était réellement dans quelque chose de crime de sang, etc. Et là, il y a un jury populaire qui l'a condamné en février dernier à 22 ans de prison. Et si vous voulez, ça, c'est un signal pour les autres. Si vous savez que vous êtes dans un pays où vous, gouverneur, vous avez des homologues qui peuvent se retrouver en prison pendant 20 ans, vous recevez le signal. Et la dictature de la loi, c'est ça. C'est-à-dire qu'en réalité, ce n'est pas les grandes purges staliniennes. Ça ne consiste pas à nettoyer complètement tous les gouverneurs de région d'un seul coup. Mais c'est en sanctionner un de manière extrêmement sévère afin de l'empêcher de nuire d'une part, mais aussi d'envoyer le signal aux autres selon lequel c'est possible. Or ça, c'est très important, parce que Fourgal, en fait, qu'est-ce qu'il faisait ? Il disait, oui, alors le Kremlin, là où il était, qui est à 10 000 km, à peu près, ou 9 000 km, il disait, le Kremlin, là-bas, à Moscou, nous disent quoi faire, mais moi, ma légitimité, elle vient de la population locale. Et il essayait de jouer contre le Kremlin l'idée qu'il avait une légitimité populaire. Ça, c'est inacceptable pour le pouvoir central. La seule légitimité qu'on peut avoir, c'est celle qu'on doit à la personne grâce à laquelle on est en poste. C'est certainement pas en lien avec les urnes ou le suffrage universel. Vous écoutez Gilles Favarel-Garrigue, auteur de La verticale de la peur, aux éditions La Découverte, en dialogue avec Natacha Laurent, à la librairie Ombre Blanche, le 3 avril 2023. Est-ce qu'il y a des limites à la verticalité du pouvoir ? Est-ce qu'il y a des limites ou pas ? Il y a des limites. Alors d'une part, il y a la limite dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que avec ce genre de système politique, en fait, au niveau local, il y a un tas de gens qui sont tentés pour régler leurs comptes d'utiliser les mêmes armes. Donc là, c'est plus du tout vertical. Et on voit que cette idée de créer un ordre politique vertical crée aussi du désordre, en fait.
Parce qu'au niveau local, il peut y avoir des sortes de controverses en lien avec des usages locaux, du droit, etc. Donc ça, c'est la première chose. Après, sur les limites, bon, alors aujourd'hui, on est à un moment où il n'y a pas de raison d'être optimiste à propos de la Russie. On est à un moment où quand même le pouvoir s'appuie sur l'intimidation, sur une forme de légitimité, sur des informations diffusées par la télé, etc. Mais enfin, il faut sortir de l'idée, à mon avis, c'est très important, qu'on aurait forcément une division entre des gens qui, d'un côté, soutiennent le régime et d'autres, des gens qui vont aller manifester publiquement leur opposition au régime. La grande majorité de la population, les gens comme vous et moi, comme tous les gens qu'il y a dans la salle, en réalité, trouvent une troisième voie. Et c'est plutôt les gens s'accommodent à ce genre de régime, attendent que ça passe. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils le soutiennent. Donc cette verticale du pouvoir, en tout cas, il faut quand même reconnaître qu'elle est extrêmement performante. Ça marche bien. Ce système d'intimidation par le droit a quand même abouti au fait qu'il n'y a plus d'opposition, abouti au fait que des hommes politiques comme Fourgal, le gouverneur, qui essaie de jouer la carte du local contre le central, se retrouvent en prison. Les associations de la société civile ne sont plus là. Les journalistes sont à l'étranger. Il y a un travail remarquable de journalistes russes sur la Russie, mais enfin, ils sont dans les pays baltes, ils sont à l'étranger. Cette verticale, force est de constater, hélas, ça marche assez bien en fait. Alors, ce que vous montrez, il y a toute une partie sur le niveau local. Justement, vous parlez de cette horizontalité et vous parlez aussi de façon extrêmement détaillée de ce que vous appelez la marchandisation des savoir-faire coercitifs. Et ça, c'est passionnant, c'est de voir comment cette société, petit à petit, à partir des années 90, se dote de toutes sortes d'instruments de répression à différents niveaux, dans différents secteurs d'activité, avec des acteurs qui ont des pratiques différentes. Est-ce que vous pouvez là aussi nous en parler un petit peu? Parce que ça fait écho, évidemment, à des éléments qu'on voit tous les jours dans l'actualité. Alors c'est quelque chose, là aussi, c'est intéressant parce que la Russie n'est pas dans une bulle par rapport à ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on a observé au niveau mondial, c'est qu'il y a de plus en plus d'acteurs répressifs qui travaillent dans le secteur privé. Soit qui travaillent dans les départements juridiques des grandes entreprises, soit qui travaillent dans des services de sécurité privée, des officines, par exemple d'intelligence économique, typiquement. Et ça, voilà, c'est un phénomène mondial. En Russie, ça prend une importance autre. Parce que précisément, n'importe quelle entreprise a besoin d'avoir en son sein des gens qui ont fait leur carrière dans les services répressifs pour justement empêcher que des coûts soient portés à l'entreprise ou viser les intérêts des concurrents, etc. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et en fait qui renvoie au fait qu'en Russie, j'utilise ça dans le chapitre en question, il y a un interviewé une fois qui m'a dit « Oh mais tu sais, la Russie c'est un pays de juristes ». Ça m'avait un petit peu interpellé, je m'étais dit « Tiens, c'est bizarre de dire ça comme ça ». Mais en fait, c'était pas complètement faux. Si on regarde les chiffres, par exemple, le nombre d'étudiants en droit est absolument colossal. Et le terme de juriste a deux sens. D'une part, le sens qu'on peut trouver ici, c'est-à-dire des jeunes diplômés qui vont écrire des contrats, par exemple, ou des choses comme ça. Mais d'autre part, le terme de juriste, on peut être juriste en venant de l'académie des services répressifs. Donc les gens qui font carrière dans les services répressifs, eux aussi, c'est des juristes. Mais c'est pas le même genre de juriste. Et ils communiquent pas tous ensemble. Parce que eux, ils sont plutôt là pour faire fructifier leur carnet d'adresses dans les services secrets. Et ils sont partout. Ils sont dans les entreprises, ils sont dans les banques, ils créent des officines privées. Et les déboires que j'ai eus, moi, à Yekaterinbourg, c'est lié à ce monde-là. C'est un monde qui est quand même assez interlope, au sens où ils ont un pied dans le public, un pied dans le privé. Donc on ne sait jamais réellement au nom de qui ils agissent. Ils ont à la fois le pied dans le public qui leur permet d'avoir les moyens de coercition publique, et un pied dans le privé qui leur permet de servir des intérêts économiques constitués. Alors, est-ce que Wagner entre dans cette catégorie, selon vous ? Alors, Wagner, c'est un peu différent. Moi, je ne suis pas un spécialiste de Wagner à l'étranger. Mais ce qui est intéressant avec Wagner, c'est qu'on voit, comme dans ses officines, un art du clair-obscur, un petit peu. Wagner, c'est à la fois reconnu, mais pas reconnu en Russie comme entité. Ça a un statut, tout le monde en parle, tout le monde sait que ça existe. Il y a des affiches dans la rue pour recruter, dans les rues des villes russes. Mais en même temps, c'est censé ne pas exister d'un point de vue institutionnel. Prigojine, ça lui a pris des années avant d'avouer du bout des lèvres qu'il avait un lien avec Wagner. Tout le monde le savait, mais il ne voulait pas le dire. On est comme ça dans le clair-obscur, quand même. D'autant plus que là, c'est des vrais. Wagner, c'est une force supplétive. Il n'y a pas d'autre mot.
pour qualifier une force comme ça. Bon. Moi, ce qui m'intéresse avec Wagner, avec Prigojine, c'est plutôt Prigojine sur la scène intérieure russe. Récemment, par exemple, il y a une déclaration de Prigojine qui m'a intéressé, qui a été peu reprise en France, qui était qu'il avait envie de fonder un parti politique. Et alors, c'est intéressant de le savoir parce que on se dit, Prigojine, il pourrait être tenté de fonder un parti politique qui reprenne un peu le LDPR de Zhirinovsky, puisque Zhirinovsky est mort en 2022, c'était ce leader un petit peu provocateur, mais toujours loyal au régime. Et très nationaliste, très nationaliste, le LPDR. Et qui jouait une sorte, moi j'appelle ces gens-là de radical utile. Un petit peu, c'est-à-dire qu'il poussait des gros coups de gueule, mais dès qu'il s'agissait de voter pour le pouvoir en place, il votait pour le pouvoir en place. Donc un provocateur, mais loyal au régime. Et Prigojine, à mon avis, pourrait être tenté de jouer ce genre de partition-là aussi. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il lui aussi, il est dans la radicalité. Il est dans une sorte de surenchère, et pour l'instant, en tout cas, ça sert très très bien les intérêts d'un gouvernement qui peut toujours dire, par rapport à ces gens-là, que eux sont des modérés. Et c'est ça quand même le tour de force de ce régime, c'est que c'est un régime qui se radicalise. Aujourd'hui, les thèses qu'on voit défendues par les sommets du pouvoir russe, c'est des thèses qu'il y a 10 ans, on associait à des acteurs radicaux, extrémistes. C'est quand même un des aspects les plus navrants de l'évolution du paysage russe actuel, c'est que le curseur politique se déplace. Et il se déplace vers des positions de plus en plus radicales. Donc dans ce jeu-là, Prigojine, il joue une carte justement, moi, que je trouve intéressante. Et l'autre dimension qui m'intéresse dans Wagner, dans cet art du clair-obscur, c'est que moi, je vois, il y a des groupes qui existent. Alors évidemment, ce n'est pas des groupes armés comme Wagner, mais qui sont des groupes de militants ultranationalistes qui, eux, sont prêts à aller faire le coup de poing en Russie contre les ennemis du régime. C'est des groupes, évidemment, dès qu'il y aura une bavure, dès qu'il y aura un mort, le pouvoir pourra dire « Ah, mais c'est pas les nôtres. Nous, on les connaît pas. » Donc ça, c'est des sortes de justiciers, comme ça, au service du régime, qui, par exemple, c'est eux qui vont peindre la lettre Z sur les portes des appartements des opposants, c'est eux qui commencent à les suivre dans la rue, c'est eux qui peuvent aller se bagarrer avec eux, qui vont interrompre des conférences, des pièces de théâtre, etc. Et ça, pour moi, ça renvoie à Wagner, parce que là, on est dans l'art du clair-obscur. Précisément des forces qui sont au service du pouvoir, mais dont le pouvoir peut se défaire en 1 minute si besoin. Votre livre s'appelle non pas la verticale du pouvoir, mais la verticale de la peur. Et donc la peur est un ingrédient essentiel finalement de ce régime. De quoi les Russes ont peur ? C'est une bonne question. Il y a eu des enquêtes là-dessus. Ce qu'il faut bien se dire, et malgré le fait que, que cela nous plaise ou non, le régime ne s'impose pas que par la peur. Il s'impose également par une forme de légitimité auprès d'une partie de la population. Cette partie de la population qui soutient le régime, c'est une partie qui, en effet, exprime de l'insécurité par rapport à beaucoup d'enjeux et qui, du coup, traduisent des formes d'anxiété, de peur, pour le coup, qui sont souvent des peurs économiques, en fait, au départ. C'est-à-dire des gens qui vivent pauvrement, des gens dont le statut s'est dégradé, des gens qui sont dans des zones un petit peu périphériques, reléguées, etc. Une population vieillissante aussi. Et c'est ça le cœur de l'électorat poutinien. Et c'est clairement une population qui peut être sensible à la mobilisation d'épouvantail, de peur par le régime au pouvoir. Et dans le cas ukrainien, par exemple, ça que ça nous plaise ou non, mais l'idée que, par exemple, l'Occident soit vu comme une menace, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les enquêtes d'opinion menées en Russie, y compris par le dernier institut indépendant, plutôt hostile au régime, le Centre Levada. Donc, malheureusement, il y a des peurs. Il y a des peurs économiques, il y a des peurs en lien avec l'étranger, que cet étranger épouse dans les années 2000 les traits plutôt d'immigrés venus des pays du Sud, en lien avec l'islam, etc., ou que cet étranger prenne les traits de l'occidental voulant comploter pour déstabiliser le régime. Force est malheureusement de constater que ces discours-là, mobilisés par le gouvernement, annonnés par la télévision, répétés à l'envi par les journalistes, etc., eh bien ces discours, soit ils créent, soit ils correspondent à des aspirations d'une partie de la population.
Ce que vous dites, on l'entend souvent à propos de la façon dont Poutine est arrivé au pouvoir, en disant que sa popularité, qui était réelle au début des années 2000, elle s'appuyait précisément sur les peurs qu'avaient engendrées aussi les années 90 et les conséquences de cet effondrement brutal. Comme si, bon là je parle des peurs économiques, hein, bien sûr, ce que je veux dire c'est que c'est pas récent, c'est quelque chose qui remonte véritablement au début du poutinisme, non ? C'est tout à fait vrai. Et ce qui est fascinant, c'est qu'à la fois les ressorts restent assez similaires sur une longue période de plus de 2 décennies, et qu'en même temps, les objets de ces peurs, les épouvantails eux-mêmes, changent. Le poutinisme du début des années 2000, c'est la volonté de se dire « Oh, il faut que notre pays soit stable pour ne pas revenir au chaos des années 90, à ces traumatismes, à ces peurs liées à la dépossession des années 90. » À la fin des années 2000, c'est les grandes heures de la xénophobie, du racisme, et le pouvoir essaie de mobiliser cela en lien avec les attentats islamistes qu'il y a eu, en lien avec le péril migratoire, etc. Et ça, je pense que vous pourriez en parler un peu plus, parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas bien sur le péril migratoire, la peur du péril migratoire des Russes. De quel péril migratoire, justement ? Oui, eh bien, dans les années 2000, il y avait vraiment, maintenant on a du mal à l'imaginer, mais grosso modo, l'occidental et le traître qui va avec, hein, bien sûr, le traître russe qui va avec l'occidental, représentent les peurs en termes de xénophobie les plus importantes depuis 2012-2013 à peu près. Avant cette date, la xénophobie russe était liée aux ressortissants du Caucase et aux ressortissants d'Asie centrale. Donc à des flux migratoires qui étaient en lien avec des flux économiques, c'est-à-dire que paradoxalement, la Russie des années 90, du début des années 2000, n'était pas encore en pleine croissance, mais sa situation économique était meilleure que les pays périphériques. Donc beaucoup de gens venaient travailler en Russie pour soutenir leur famille, rester dans le Caucase et en Asie centrale. Ces flux migratoires étaient associés à des populations non désirables par une grande partie de la population russe. Il y avait des opinions xénophobes à leur égard. Ça a été renforcé par les guerres de Tchétchénie. Ça a été renforcé par les attentats islamistes des années 2000. Donc il y avait des peurs qui étaient à la fois liées à des peurs économiques, à des peurs démographiques, parce que c'était aussi un contexte où la population russe diminuait. Et donc il y avait l'idée que, voilà, c'était le grand remplacement. Enfin, l'idée qu'on voit mobilisée par l'extrême droite en France, cette idée du grand remplacement. Et des peurs un petit peu existentielles comme celle-là, démographiques, économiques, existentielles et aussi politiques. Et ça, les grandes heures de cette xénophobie-là, c'est la fin des années 2000. C'est le moment où il y a le plus de groupes de skinheads d'extrême droite en Russie. C'est le moment où il y a le plus de meurtres racistes commis contre des Caucasiens et des ressortissants d'Asie centrale. C'est vraiment un moment où les gens qui venaient de ces régions-là se posaient des questions avant de sortir dans la rue dans les grandes villes russes, quoi. Et ça, cette xénophobie-là a tendu à disparaître. Elle existe toujours, évidemment. Il y a toujours des gens racistes, bien évidemment. Mais enfin, elle a tendu à s'atténuer à partir du début des années 2010 et à être un petit peu remplacée par un autre épouvantail qui est celui de l'occidental conspirateur avec ses amis russes qui sont des traîtres. Qui est pédophile, qui est homosexuel, qui va aussi avec la perte des valeurs, etc. Moi, ça, c'est des combats qui m'intéressent beaucoup parce que, précisément, moi, ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est que la verticale de la peur, la verticale du pouvoir, elle est contestée par un mouvement horizontal dont j'ai déjà parlé, mais aussi par le fait qu'il y a des petits malins, des sortes d'entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs, qui se saisissent de la loi et du droit pour imposer leur propre tyrannie, mais au niveau de la rue. C'est concrètement des justiciers autoproclamés qui vont se filmer, mettre ça sur YouTube, avoir des millions d'abonnés, faire de l'argent, avec le fait qu'ils vont, par exemple, prendre à partie des gens qui boivent dans des lieux où c'est interdit, des gens qui fument dans des lieux où c'est interdit, des gens qui garent mal leur voiture, des supermarchés qui vendent des produits périmés, des policiers corrompus, etc., etc. Et donc chacun trouve sa niche, et c'est une espèce de show justicier qui est montré sur YouTube et qui a beaucoup de succès en Russie. J'en parle beaucoup dans mon livre, et je donne beaucoup d'exemples de cela. Mais un exemple qui réunit ces 3 dimensions, c'est la lutte contre la pédophilie. Et c'est pour ça que j'en parle. Parce que d'un côté, le péril occidental est lié au fait que l'Occident soit associé à des mœurs dépravées, d'accord ? On l'a vu l'autre jour. Le discours pour la commémoration du début de ce que les Russes appellent l'opération militaire spéciale par Vladimir Poutine, ce qui est quand même ahurissant chez lui,
c'est qu'il désigne ses adversaires comme des néo-nazis, mais ça suffit pas. Ça suffit pas. C'est-à-dire que c'est des néo-nazis et des drogués, ou des néo-nazis et des pédophiles. Et ça m'interpelle, parce que je me dis, mais après tout, quand on a envie de dire que quelqu'un est un ennemi nazi, ça devrait suffire. Là, ça suffit pas. Non, ils sont nazis et drogués, nazis et pédophiles. Et cette histoire de lutte anti-pédophilie, du coup, elle cristallise tout ce que je veux dire dans le livre. Parce qu'on y voit à la fois un effort central pour dire, voilà, il faut lutter contre la dissolution des mœurs, etc., bien évidemment, et puis tout le bien fondé de n'importe quelle initiative prise pour lutter contre la pédophilie, mais que du coup, on voit le sujet repris au niveau local dans des règlements de compte qui échappent au niveau central. Donc la dimension horizontale dont je parlais tout à l'heure, avec par exemple Johan Barbero de l'Institut français, que vous connaissez sans doute, avec le responsable de Mémorial en Carélie, c'est des gens qui ont des accusations comme ça pour soi-disant pédophilie, et une dimension qui est plus fractale, qui est plus diffusée dans la société, où tout à coup des entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs, vont se dire, moi je vais faire de la chasse aux pédophiles un business, et un business lucratif. Et donc, ils montent des chaînes YouTube dans lesquelles ils prennent des profils de jeunes et ils tentent des pièges, ils filment les gens. Rien de spécifique à la Russie. Ça existait aux États-Unis bien avant. Mais néanmoins, vous voyez là toutes les dimensions de ce que je veux montrer dans le livre sur la dictature de la loi, à la fois centralisée mais échappant aussi au pouvoir central, elle se cristallise dans la lutte contre les prétendus pédophiles. Alors avant de passer la parole à la salle, peut-être une dernière question qui n'est pas forcément simple. Quelle place peuvent occuper des opposants ou une opposition ou des oppositions dans un tel système ? Eh bien, c'est une bonne question. Moi, vous savez, c'est un pays comme vous auquel je suis très attaché. La Russie, pour moi, c'est beaucoup plus qu'un terrain de recherche. C'est une partie de ma vie que j'ai passée là-bas. J'y vais depuis que je suis jeune. J'y ai passé beaucoup de temps, donc j'y suis très attaché. Et la situation pour les gens comme moi, pour les chercheurs qui travaillons sur ce pays, elle est évidemment extrêmement triste depuis un an. Et donc, c'est beaucoup de peine, beaucoup de souffrance de penser à tout cela. Malheureusement, évidemment, alors j'aimerais avoir des notes d'optimisme parce que j'aime ce pays et j'aimerais les trouver, mais je trouve que là, dans le contexte actuel, l'heure n'est pas à l'optimisme béat. Il n'y a pas de raison d'être très optimiste. Il y a des politistes russes qui essaient d'imaginer quels sont les scénarios par lesquels on pourrait sortir de la situation actuelle. Un scénario, c'est de se dire la population se soulève. Ok, mais alors comment ça se passe ? Qui va relayer ça ? Comment vont s'exprimer ces envies ? Comment vont-ils trouver un dénominateur commun ? Bon, pas évident. L'autre solution, c'est de se dire, il peut y avoir des tractations plus ou moins violentes au sein des élites dirigeantes. Alors là, avec un scénario noir qui serait que c'est les militaires qui prennent le pouvoir, c'est possible. Imaginons que Poutine meurt, par exemple. Rien ne dit que ça va être des démocrates qui vont venir au pouvoir. Non. Parce que les militaires sont là, ils sont à l'affût, etc. D'un autre côté, si on va être plus optimiste, ça peut être des élites plus modérées, mais comme je le disais tout à l'heure, c'est pas leur moment, là. C'est pas le moment de ces gens. Ils sont complètement aphones, apeurés, ils ont du mal à exister. Les German Gref, si vous connaissez, enfin, vous voyez, ces gens qui représentaient un petit peu, justement, les sortes de libéraux du parti Russie Unie, on les entend pas en ce moment du tout. Alors, en ce qui concerne la résistance, il y a une forme clandestine, dont sans doute on a vu un avatar hier avec ce fait divers absolument, dont on va se souvenir, qui va marquer durablement quand même, parce qu'il a, du fait de son ampleur, du fait du modus operandi, du fait qu'il instille quand même là aussi une forme de peur auprès de ceux qui soutiennent la guerre, au fait qu'il se passe en plein centre de Saint-Pétersbourg. Enfin, c'est quelque chose qui va marquer, qui va se reproduire aussi. Donc il y a des formes comme ça de clandestinité. Ce qu'on a vu, par exemple, un chiffre qui est très intéressant, c'est le nombre de bâtiments pour la conscription militaire qui ont été incendiés depuis le début de la guerre. Il y en a plusieurs dizaines, peut-être une centaine, donc avec des incendies, avec des sabotages, avec des choses comme ça. Donc il y a des opérations clandestines qui sont menées en Russie. En ce qui concerne le reste, il y a des formes d'opposition, comment dire ça ? Des formes d'opposition... où les gens font ce qu'ils peuvent, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de parti, il n'y a pas d'intermédiaire pour véhiculer tout cela. Donc, des graffitis. Le fait que les gens aillent déposer des fleurs sur les monuments aux morts lorsqu'il y a un massacre opéré par l'armée russe en Ukraine. Des micro-formes comme ça de résistance, ou en tout cas des tentatives de solidarité.
Mais voilà, j'aimerais être plus enthousiaste, vous voyez, pour en parler, mais rien ne me permet de le faire aujourd'hui. La parole est à vous. Si vous avez des questions, je vais vous donner le micro. Oui, bonjour et merci. Au point de vue artistique, c'est quand même une force aussi qui se manifeste chez les Russes. Oui, bien sûr. Des jeunes femmes, je parle des femmes, qu'est-ce qu'elles deviennent dans cette histoire? On n'entend pas beaucoup parler. Sauf à Toulouse, parce que vous avez eu la chance d'avoir justement ici la visite d'une militante féministe formidable, qui justement mène des activités comme celles que vous dites. Il y a un mouvement qui existe, un mouvement féministe anti-guerre, représenté par Daria Serenko, que vous avez vu justement, peut-être entendu ces jours derniers. Le milieu artistique, si vous voulez, il est comme les autres. C'est-à-dire qu'il y en a qui s'en vont, il y en a qui essaient de trouver des formes créatives de résistance, de jouer un petit peu avec ce qui est permis ou pas. Vous voyez, je prends un exemple, une librairie par exemple. J'ai vu ça, une photo qui a été envoyée la semaine dernière, une librairie dans une ville assez grande en Sibérie, où lorsqu'on entre dans la librairie actuellement, ce qu'on voit, c'est un pan de mur avec toutes les éditions de 1984, Le meilleur des mondes, et Fahrenheit 451. Ça envoie un message. Tout à coup, on met un mur dystopique. Des dystopies qui sont vraiment des dystopies politiques, dans les 3 cas. Ça envoie un message. Comprenne qui pourra. Voilà, c'est ça le message. Donc en ce qui concerne les artistes, moi j'en connais qui sont partis, j'en connais qui sont restés parce qu'ils soutiennent la guerre, j'en connais qui ont essayé de partir mais qui n'ont pas réussi et qui du coup sont là-bas à se demander comment vivre dans un tel régime. On y retrouve tout ce prisme, tout cet éventail d'attitudes possibles qu'il y a par rapport au régime en place. Mais malheureusement, je ne pense pas qu'on puisse y voir aujourd'hui une force capable de faire un contrepoids politique à ce qui se passe. Bien sûr qu'ils sont là, bien sûr qu'il y en a qui attendent leur heure, et ce dans tous les registres d'ailleurs, c'est-à-dire que, évidemment, ici on pense sans doute au théâtre, au cinéma, etc., mais c'est très intéressant de voir aussi, il y avait des formes d'expression artistique qui se développaient de manière très très importante en Russie avant 2022. Je pense au rap dans les années 2010, je pense à la bande dessinée qui a mis beaucoup de temps à se développer en Russie, qui s'est développée dans les années 2010. Je pense aux artistes de stand-up. Tout ça, ça existe. Et parmi eux, il y a des gens opposés à la guerre. Il y en a qui sont partis, il y en a qui sont restés, il y en a qui aimeraient partir mais qui sont restés, il y en a qui aimeraient rester mais qui sont partis. Voilà. Merci beaucoup pour tous ces éclairages. Moi, je voulais vous demander si il pourrait conditionnel, y avoir une réaction au coût humain de la guerre, comme on l'a vu au moment de l'Afghanistan, des retours des cercueils, etc. Oui. Est-ce que ça peut créer un changement quelconque dans l'opinion publique qui m'a l'air assez plate, assez molle façon de parler, Parce qu'ils font ce qu'ils peuvent en même temps. Et c'est vrai qu'à leur place, vous voyez, moi j'ai des amis qui font le même métier que moi. Il y en a qui sont partis, il y en a qui sont restés. Que ferais-je à leur place? Il y en a qui se réfugient dans le fait de traduire du gallois médiéval jour et nuit pour penser à autre chose. Il y en a qui se replient sur leur famille. Vous voyez, il y a toutes ces attitudes qui sont là. Donc c'est difficile à dire, quoi. Mais en ce qui concerne votre question, c'est, je sais pas. Je pense qu'il y a des motifs d'espoir, quoi. Réellement, on peut imaginer qu'il y ait une forme de tolérance vis-à-vis du régime qui soit limitée. Et c'est vrai que l'hypothèse que vous faites, elle est plausible. Elle est plausible, elle existe en tant qu'hypothèse. Parce que dans l'histoire récente, et je pense notamment au premier livre qu'avait fait Anna Kolin-Lebedev, son premier livre, c'était sur les mères de soldats en Russie, et elle montrait justement le rôle qu'avaient joué les associations de mères de soldats dans les années 80, 90, etc. L'opinion publique, à ce moment-là, était en effet marquée par le coût humain de ces guerres, les cercueils en zinc là, qu'on ramenait, etc. Le livre de Svetlana Alexeyevitch aussi, auquel on pense. Mais c'était un moment où les médias étaient moins contrôlés, parce que ces moments-là, ça correspond à la glasnost,
ça correspond aux années 90, ça correspond un petit peu aux années 2000, à des moments où justement la critique du pouvoir pouvait quand même s'exprimer plus librement qu'elle ne l'est aujourd'hui, quoi. Du coup, imaginons que ces mères de soldats se mobilisent, imaginons qu'elles arrivent à trouver un canal par les réseaux sociaux, par exemple, pour se mobiliser ensemble. Vous pouvez être certain que la communication officielle sur elles sera de dire « Ah ben tiens, on a trouvé un financement occidental derrière, on a trouvé qu'en réalité elles avaient un contact avec un tel en Ukraine. » ou de toute façon, elles s'exposeront rapidement à un discrédit qui les taxera d'antipatriotisme, quoi. Ça existe en tant qu'hypothèse, mais pour l'instant, en tout cas, on ne le voit pas de manière affirmée. Le gouvernement russe, lorsqu'il y avait la conscription, a fait attention à ne pas mobiliser dans les 2 capitales et dans les très très grandes villes. Donc le coût humain, il porte sur des gens qui sont en périphérie, qui sont assez éloignés, assez isolés des centres de décision, assez isolés des formes d'influence qu'il y a sur l'opinion, vous voyez, des choses comme ça. En tout cas, là, à l'heure actuelle, je ne le vois pas se développer, ce ressentiment. Je voulais juste dire que vos questions posent aussi la question du temps et de la maîtrise du temps, sur le fait qu'il faut aussi tenir le temps. Et quand vous disiez, Gilles, que la grande majorité, sans doute, des Russes sont dans une forme d'attentisme ou d'indifférence ou de protection de soi-même sans apporter officiellement un soutien à Poutine. Alors, toute proportion gardée, et on sait que toute comparaison ne vaut pas raison, mais ça me fait penser aux études de Pierre Laborie sur l'opinion publique sous Vichy, qui montre très clairement aussi que le temps, l'évolution chronologique est très importante pour ne pas enfermer, on va dire, une société dans une adhésion ou un refus global à une dictature. Oui, voilà, tout à fait. Mais à quelle échelle nous situons-nous ? La guerre d'Afghanistan, elle a duré 10 ans. Et si elle s'est achevée, c'est qu'entre-temps s'est passé un événement qui était la glasnost, qui était justement en lien avec la liberté d'expression. Et typiquement, la fin de la guerre d'Afghanistan, c'est lié au développement de la liberté d'expression en URSS à ce moment-là. Donc ça rend pas optimiste. Moi, la seule source d'optimisme que je peux trouver, c'est que personne n'avait prévu l'offensive armée contre l'Ukraine à cette ampleur-là en février 2022. Donc ça rend modeste. Et ça veut dire qu'on peut se faire surprendre par l'histoire. Donc ça sera ma note d'optimisme. Voilà. 2 questions rapides. Vous êtes amené, de par votre métier, à avoir une certaine distance face aux événements. La première question, c'est est-ce que cette verticale de la peur, comment elle vous a touché quand vous avez appris que vous alliez passer en justice ? Et la deuxième question, quelle est la nature des discussions que vous avez avec les gens qui sont pro-Poutine ? Alors la verticale de la peur, donc moi, elle m'a touché. Je fais partie un petit peu de ce dispositif général parce que au moment où j'ai eu ces ennuis en 2008, on n'était pas dans le discours anti-occidental qu'il y a eu en Russie, qui s'est développé par la suite. Je pense que si ces ennuis m'étaient arrivés, par exemple, 5 ans plus tard, ça aurait été très très différent. Les conséquences judiciaires auraient été beaucoup plus lourdes, je pense. Pendant assez longtemps, les gens ne comprenaient pas trop ce qui m'était arrivé parce que l'occidental, d'habitude, il est accusé de vouloir fomenter une révolution orange, d'essayer de subvertir le pays. C'est un peu la case dans laquelle on le met. Dans ce cas-là, on lui refuse un visa. Or moi, vraiment, là... Qu'est-ce qui est très spécifique, c'est que j'ai mis le doigt, je pense, à mon insu, dans une source de financement illicite des services secrets locaux. Et donc, ils se sont dit, il en veut à notre fric, donc il dégage, quoi. Donc, c'était vraiment assez prosaïque de leur part. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, comme il y avait des relations qui étaient assez bonnes entre la France et la Russie, une fois revenu en France, donc j'ai été arrêté, jugé, tout ça s'est fait en 24 heures, expulsé, donc j'ai pas eu le temps d'avoir très très peur en fait. J'ai eu peur plutôt après, rétrospectivement, vous voyez, mais sur le moment, ça s'est enchaîné, alors là, comme une lettre à la poste, la procédure. Donc à ce moment-là, j'ai pas eu très très peur. Mais par contre, j'étais en colère et du coup, j'ai essayé de me défendre d'un point de vue juridique. Grâce à un avocat très courageux sur place, j'ai fait appel. Et le plus étrange, c'est que j'ai gagné cet appel. C'est-à-dire que normalement, j'étais expulsé pour 5 ans, mais la peine a été raccourcie à 2 ans, parce qu'à ce moment-là, l'avis de la diplomatie russe et de la diplomatie française comptait. Et donc, en réalité, qu'est-ce qui se passe ? C'est que la verticale du pouvoir, à ce moment-là, elle joue en ma faveur. C'est-à-dire qu'au départ, il y a une décision horizontale qui est prise par des gens qui se disent « on en a marre que ce Français vienne fouiller dans nos affaires, qu'il dégage ». Mais quand je fais appel, là, la verticalité, elle reprend. Avec des gens de Moscou qui les appellent en leur disant « c'est quoi cette histoire ?» Et donc, c'est pour ça que j'ai trouvé l'histoire intéressante. La deuxième question ? Alors en effet, bon, ça c'est un aspect évidemment
là qui mobilise des affects, mais c'est vrai que moi, dans les gens que je connais, j'ai eu le temps de me faire beaucoup d'amis à force de fréquenter ce pays. La majorité de mes amis, il y en a beaucoup qui sont partis, hein, il y en a qui sont restés, qui se réfugient dans une sorte de monde intérieur, où ils se disent, moi je vais préserver ma liberté intérieure au détriment des libertés politiques. Il y a beaucoup de gens qui font ça, en fait. Hein. Bon. Et peut-être ferait-on pareil à leur place. Et il y en a d'autres qui soutiennent le régime. Ça devient de plus en plus difficile de parler avec eux. Ça devient de plus en plus difficile pour deux raisons. La première, c'est qu'au téléphone, moi j'ai pas envie de les mettre dans l'embarras. Donc on parle beaucoup du printemps, la famille, etc. Et d'autre part, parce que les positions sont de plus en plus polarisées. Plus le conflit avance, plus cette idée que quand même il y a l'Occident hostile, quoi, hein. Les Occidentaux hostiles, c'est la ligne d'argument numéro 1. Hein. Encore la semaine dernière, dans la fameuse conception de la politique étrangère russe, l'ennemi numéro 1, c'est l'Occident, ce qu'ils appellent l'Occident global. Hein. Malheureusement, les positions se polarisent. J'ai eu l'occasion d'organiser quelque chose de très émouvant vendredi dernier à l'école des hautes études en sciences sociales. C'était une rencontre avec des intellectuels russes qui ont sorti un livre en russe, édité par une maison d'édition allemande, sur leur réaction face à la guerre. Et c'est un livre très émouvant parce qu'il y a à la fois des analyses et en même temps, ils essaient aussi de parler de leurs affects, de leurs émotions. Et donc, ils parlent de la honte, notamment de la honte d'être russe avec un régime pareil. Ils parlent de leur sentiment de culpabilité, culpabilité individuelle, culpabilité collective. Ils reviennent à Hannah Arendt, à des textes comme ça. Ils parlent du sentiment d'être pris en otage. Qu'est-ce que c'est qu'avoir le sentiment d'être pris en otage par un régime ? Des choses comme ça. Donc c'est quand même des choses extrêmement fortes. Eh bien, ces intellectuels-là, russes, anti-guerre, ont du mal aujourd'hui à rester dans le dialogue avec leurs collègues ukrainiens, avec leurs amis ukrainiens. C'est-à-dire que les positions, elles se durcissent. Vous voyez, il y a de plus en plus d'universitaires ukrainiens, si on organise un événement, qui vont nous dire, moi je ne me mets pas une table avec un universitaire russe. On en est là quand même. Hein. Alors, il y a des exceptions, et il y en a beaucoup. Hein. C'est-à-dire que il ne faut pas tomber dans l'excès inverse. Là où je travaille et là où j'enseigne à Sciences Po, l'année dernière, par exemple, lorsqu'on a fait le point au début de la guerre, on a vu qu'il y avait 100 étudiants russes, 30 étudiants ukrainiens. Et ces gens communiquent entre eux, ces jeunes communiquent entre eux. Il n'y a pas du tout d'hostilité entre eux. Hein. Donc le bon sens l'emporte. Mais prendre la parole publiquement dans un événement public, vous voyez, là, on va le faire. Hein. Et moi, je me fais un point d'honneur. Vous aussi, je suis sûr, Natacha. Là, je suis certain qu'on partage cela. C'est-à-dire que ça va être notre mission à nous, intellectuels français, proches des Russes et des Ukrainiens, de les mettre aussi, voilà, de continuer à cela. Hein, de mettre tous ces gens autour d'une table. C'est vraiment quelque chose, moi, où je vais consacrer beaucoup d'énergie, en tout cas. Et on va y arriver, c'est certain. Mais voilà. Bonsoir. Il va y avoir l'an prochain, ils vont voter en Russie. Est-ce qu'il pourrait y avoir une abstention importante face à Poutine ? Non. Hélas. En effet, mais c'est très important de le dire. C'est-à-dire que c'est une année électorale dans un pays qui veut quand même toujours préserver les apparences, les dernières apparences d'un jeu prétendument démocratique. Donc, va y avoir une élection. A priori, hein. Dans cette élection, il y aura des candidats qui seront là, qui n'ont aucune chance de gagner. Le candidat du Parti communiste, par exemple. Et Vladimir Poutine va gagner à la fin. Pourquoi va-t-il gagner ? Parce que une partie de la population continue de le soutenir, parce que les fraudes existent, parce que la télévision va faire son travail pour durcir de plus en plus l'idée selon laquelle c'est Poutine ou le chaos. Donc si ça se passe comme ça, ça va marcher. On peut aussi avoir la solution de se dire la situation de crise est telle, si par exemple les attaques en Russie se multiplient, si par exemple l'attaque comme celle qu'on a vue hier se multiplie, contexte exceptionnel de crise, ça peut aussi se passer sans élection. Mais à l'heure actuelle, ils sont là-dedans. Et alors l'autre jour, il y avait un article improbable, là justement, d'un journal d'opposition qui racontait comment, dans l'administration présidentielle, c'est-à-dire ce qu'on appelle d'habitude le Kremlin, hein, dans le langage courant, dans l'administration présidentielle, on commence à préparer cette campagne, avec l'idée qu'il faut un programme. L'idée, c'est que le programme, ça sera basé sur des valeurs conservatrices. C'est ce qui transparaissait l'autre jour dans le journal Medusa. L'idée qu'en tout cas, dans l'administration présidentielle, et vous avez bien raison de le souligner, on prépare l'élection de 2024. Donc Vladimir Poutine est né en 1952. Il aura en 2024 72 ans.
Ça veut dire que c'est parti pour 6 ans. 78, c'est moins que Biden. Que Biden. J'ai assisté la semaine dernière à la conférence de la jeune résistante russe, très très émouvante, très pragmatique, très quotidienne, pas du tout idéologique, pas du tout lyrique. C'était vraiment bouleversant. Enfin, moi j'étais très bouleversé par ça. Et on lui a posé une question en raison du comportement de la Russie face à l'Ukraine. Il faudrait censurer la culture russe. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et la jeune femme a dit « Oui, je suis d'accord ». J'ai pensé que c'était vraiment une question piège. Elle n'aurait jamais dû dire ça. On ne peut pas faire un autodafé sur Dostoïevski, sur Tolstoï, sur... C'est pas ce qu'elle a dit. Ah ben alors, c'est bien. J'interviens là parce que je trouve que c'est très très intéressant. Je ne pense pas qu'elle ait dit il faut bannir la culture russe. Ce qu'elle a dit, c'est que là, actuellement, dans ce moment-là, ma priorité n'est pas de défendre la culture russe. Elle l'a dit comme ça. Après, on a enregistré certaines choses, on pourra vérifier. Et moi, il me semble que c'est ce qu'elle a dit. Voilà, je l'ai entendu comme ça. Mais la question est passionnante, hein, évidemment. Alors moi, je n'y étais pas. Je vous envie d'ailleurs, parce que je trouve que c'est une militante absolument formidable et vous avez eu bien de la chance de pouvoir la rencontrer. Et je pense que c'est des moments dont vous vous souviendrez de la même manière que moi, je me souviendrai longtemps de cette réunion avec les intellectuels que j'ai eu vendredi, dont j'ai parlé tout à l'heure. Après, la deuxième chose, c'est que on est dans un moment où, comme je le disais, il y a les analyses, il y a les affects. Donc, qu'il y ait de la colère, qu'il y ait du ressentiment, qu'il y ait des choses qui s'expriment. C'est une chose. Après, je ne la connais pas, je ne vais pas parler à sa place. Mais moi, il est évident que pour moi, c'est une question qui a une réponse évidente. La culture russe n'a rien à voir avec le conflit en cours. Je ne vois pas où est le problème. Et d'ailleurs, il n'y en a pas. C'est-à-dire que le gouvernement russe aimerait beaucoup qu'il y ait des problèmes comme ça. Ah ben ça, ils sont à l'affût de tout signe. Leur obsession, là, c'est la russophobie, d'accord ? Là, ils sont à l'affût de tout signe de russophobie qu'il peut y avoir en Europe. Et nous, on y était attentifs, moi, dans mon domaine de travail, dans le monde universitaire. On a évidemment veillé, c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure des étudiants qui cohabitent ensemble, etc. Parce qu'évidemment, nous, on essayait de veiller extrêmement scrupuleusement à cela. Et il n'y en a pas. Il peut y avoir évidemment 2 ou 3 cas par-ci, par-là. Il y a eu en Europe centrale, dans une université, une décision problématique. Il y a eu dans une bibliothèque, je ne sais plus où, une décision qui va dans ce sens. Mais pour l'instant, c'est vraiment des cas exceptionnels. Je pense que c'est très bien ainsi. Il ne faut certainement pas confondre les deux. Après, que par exemple, aujourd'hui, des intellectuels ukrainiens, même pas des intellectuels d'ailleurs, que des Ukrainiens, éprouvent un sentiment de rejet vis-à-vis de la langue russe, qui parlait pourtant parfaitement, pour la plus grande partie d'entre eux, c'est compréhensible, et ça va être, hélas, une conséquence de cette guerre. C'est-à-dire que jusque-là, la guerre du Donbass en 2014, c'est une guerre de russophones. Ils sont tous russophones des 2 côtés de la barrière. Là, évidemment, plus le temps va passer, plus cet aspect de la russophonie partagée, hélas, va disparaître. Quel gâchis! D'abord, merci pour votre présentation, très claire et puis passionnante. Est-ce qu'aujourd'hui, on a une idée des conséquences des sanctions économiques prises par l'Europe, par les États-Unis? Et si jamais un jour les conséquences venaient à être trop graves ou trop profondes pour la société russe, est-ce qu'on peut imaginer Poutine aller vers des extrémités dont tout le monde a peur aujourd'hui? Je pense notamment au nucléaire, par exemple. Alors, c'est difficile à dire, bien sûr, mais sur l'économie... Quand on regarde, y compris le bilan qui est fait par ceux qui pensaient que le but des sanctions, c'était de mettre le pays à genoux, c'est pas ce qui se passe. C'est comme ça. Il y a eu des tas de choses. C'est très intéressant d'ailleurs de voir comment l'économie russe s'est adaptée un petit peu à ces sanctions-là, tous les circuits d'importation parallèles, le rôle que joue la Chine là-dedans, qui est assez considérable dans ses flux commerciaux notamment. Donc, malheureusement, cette politique de sanctions, pour l'instant en tout cas, elle n'a pas marché. Elle n'a pas marché et au contraire, elle a renforcé d'une certaine manière l'économie russe. Les produits qui disparaissent et qui étaient importés sont remplacés par des produits sur place, ce qui était quand même un objectif dans ce pays depuis 20 ans et qui est en train d'être réalisé, mais c'est vrai, qui est en train d'être réalisé à travers la guerre. Donc ça fait partie de ces choses-là, comme ça, de ces conséquences un peu imprévues de la guerre. Après, l'idée de dire,
Est-ce que dans le long terme, va y avoir des effets sur cette population ? J'en sais rien. Là où il doit y en avoir un peu, c'est que quand même, ce qu'on constate depuis plusieurs semaines, c'est à quel point les médias russes proches du pouvoir communiquent sur les difficultés économiques des Français, des Allemands, des Européens, etc. Il y a énormément de reportages sur l'inflation en Europe, sur le pouvoir d'achat, sans parler évidemment des manifestations, etc., mais sur le fait que les Européens, les populations européennes, souffriraient économiquement de la guerre en Ukraine. Et ce discours qui se développe aujourd'hui dans les médias russes est peut-être en lien avec le fait que la vie quotidienne devient un peu plus compliquée pour les Russes eux-mêmes. Oui, en vous écoutant, on se rend compte que tout est parfaitement maîtrisé, verrouillé. Et y a-t-il quand même des... Bon, la situation peut changer avec le temps, si les données changent, évidemment, mais à l'heure actuelle, y a-t-il quelque chose qui peut réellement inquiéter le pouvoir russe ? Je ne sais pas, c'est difficile à dire. Je pense que oui, je pense que des attaques comme celles qui sont menées hier, si elles se répètent, elles vont inquiéter le pouvoir russe. Alors hier, il y a un correspondant de guerre ultranationaliste russe qui a été assassiné à un moment où il faisait une présentation devant le public dans un café à Saint-Pétersbourg, au centre de Saint-Pétersbourg. Il a été assassiné avec une bombe artisanale qui l'a tué et qui a fait 30 blessés dans la salle. Cette bombe, elle a été apportée par une jeune Russe de 26 ans qui l'avait cachée dans un cadeau qu'elle lui a offert, qui était la tête d'un mannequin. Elle lui a offert la tête de mannequin avec des fleurs au début de la réunion et la tête a explosé au bout d'une heure. Ce type, il est important, c'est parce que il fait partie de ce business actuel en Russie qui sont les correspondants de guerre russes, ultranationalistes. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui était connu pour avoir quand même, dans un salon du Kremlin, au moment d'une réunion avec Vladimir Poutine, en marge d'une sorte de gala qu'il y avait au Kremlin, déclaré qu'il fallait tuer tous les Ukrainiens, les piller jusqu'au dernier, etc. Donc c'est des gens comme ça. Hein. Et c'est lui qui a été tué hier. Là, il y a un parallèle qu'on peut faire avec un autre attentat qui avait été commis contre la fille d'Oughin il y a quelques mois. Et donc ça, c'est quand même l'idée que tout à coup, la guerre en Ukraine, elle se transpose sur le sol russe. Vous voyez ? Et c'est quand même aussi la stratégie qui consiste à aller attaquer les régions russes voisines du Donbass, quoi. Parce que là, à l'heure actuelle, vous allez à Moscou, c'est pas mon cas, mais enfin les gens qui y vivent, vous allez à Saint-Pétersbourg, tout est normal, hein. Enfin tout est à peu près normal, disons. C'est pas un pays en guerre, la Russie. La guerre n'est pas sur le territoire. Donc il y a quand même l'idée que pour la population, c'est d'autant plus facile à encaisser comme effort que il n'y a pas les ruptures d'électricité, d'eau, le fait d'aller se réfugier dans le métro, etc. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qui pourrait éventuellement déstabiliser le régime, c'est le fait que ces choses-là se répètent. Je voudrais savoir si les Russes ont conscience que Poutine a perdu, ne serait-ce que par rapport à l'OTAN. L'OTAN va s'élargir puisqu'il y a la Finlande et la Suède qui ont fait acte de candidature. Il y a l'Allemagne qui est en train de se réarmer. Et puis aussi, il y a les États-Unis qui ont fait un retour en Europe d'un point de vue économique, politique et militaire. Donc lui, Poutine, qui était dans un rapport de force, qui ne conçoit que le rapport de force, il a perdu ce rapport de force. Et est-ce qu'en Russie, les citoyens en ont conscience? Sur le papier, vous avez raison. Quand même, c'est une guerre qui est censée empêcher l'OTAN d'arriver aux frontières du pays, qui va aboutir au fait qu'il va y avoir une frontière avec l'OTAN beaucoup plus grande que ce qu'elle était. Sur le papier, vous avez raison. Mais pour les Russes, ça confirme en réalité le discours qu'ils avaient depuis des années, selon lesquels l'OTAN était une alliance militaire dirigée contre un seul ennemi qui est la Russie. Et ça, malheureusement, vous voyez, à chaque fois, on a ça. C'est-à-dire que plus le temps passe, plus d'un côté, on a des conséquences qui n'étaient certainement pas les conséquences voulues par Poutine, vous avez raison, et par les gens autour de lui, mais plus ça accrédite l'idée selon laquelle la Russie est une forteresse assiégée, avec des ennemis partout autour. C'est une vision, moi je dirais, il y a un terme à la mode dans les milieux de gauche aujourd'hui, c'est le terme de campiste, c'est-à-dire qui divise le monde en camps. C'est une vision comme celle-là, et cette vision en camp, elle est héritée de la guerre froide, là, pour le coup.
mais c'est une vision qu'on ne trouve pas qu'en Russie. L'idée que le monde occidental représente la principale puissance agressive dans le monde, on le trouve dans d'autres pays que la Russie. Mais c'est une vision du monde, en tout cas, qui vit par le fait de façonner des figures d'ennemis extérieurs et intérieurs. Donc je ne crois pas, malheureusement, que ces milliers de kilomètres de frontières avec l'OTAN en plus vont infléchir le régime ou tout à coup faire prendre conscience aux Russes qui sont dans une impasse. Bien, je crois qu'on va s'arrêter. Donc Gilles Faravel-Garrigue peut bien sûr dédicacer son ouvrage, ça sera avec plaisir. On vous remercie beaucoup et on remercie Merci Gilles. pour les questions, merci beaucoup. L'ouvrage de Gilles Faravel-Garrigue, La verticale de la peur, ordre et allégeance en Russie poutinienne, est publié aux éditions La Découverte. Gilles Faravel-Garrigue est aussi l'auteur, avec Laurent Gaillet, de Fier de punir, Le monde des justiciers hors la loi, en 2016, ou encore de La Russie contemporaine, qu'il a co-dirigé avec Cathy Rousselet en 2010. La rencontre que vous venez d'écouter a été enregistrée lundi 3 avril 2023 à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, réalisée et mise en onde par Radio Radio avec Radio Radio Plus et Radio Terre.